Tu t'es pris quoi, toi? Tu t'es pris un petit café aussi? Oui, c'est mieux. Pour détendre. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Dans cet entretien, on va parler de kinésiologie, on va parler plus précisément de kinésiologie animale. On va parler de psychologie chinoise, pourquoi pas, d'énergétisme. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Laurence Ribaud, j'ai 53 ans. Je pratique la kinésio donc depuis maintenant 6 mois à mon compte et 2 ans de formation qui a débuté par la kinésiologie humaine. Voilà. Et je me suis plus rapprochée sur la kinésiologie animalière parce que ça me parlait beaucoup plus. Mais je pratique quand même aussi sur les humains. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a toujours une relation de toute façon homme à animal ou animal-homme, du coup qui est très intéressant à étudier et puis à comprendre les blocages sur l'animal. Okay. Voilà. Parce que la plupart du temps, les blocages viennent de l'humain. Mais ça justement, c'est très intéressant que tu dises ça parce que moi, au mois d'août dernier, j'avais lancé sur la chaîne YouTube la série Les Entretiens. Parce que justement, le but c'était de s'intéresser à l'humain derrière le chien. C'est pour ça que je me suis approché de tout un tas de thérapeutes pour proposer des approches un peu plus alternatives, un peu plus naturelles. Parce que c'est un petit peu plus voici ma philosophie. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la kinésiologie, s'il te plaît? Alors la kinésiologie, eh bien c'est une technique d'un test musculaire alors qui est sur l'humain, mais qui est aussi un test sur l'animal par rapport à un toucher, un ressenti. Nous allons donc par rapport à l'animal avoir une personne en transfert, c'est-à-dire que nous avons l'humain, le propriétaire ou le gardien, comme vous souhaitez l'appeler. Qui va venir donc se positionner sur la petite table avec la photo de son animal. D'accord. Ensuite, on va demander le prénom de l'animal, transférer l'animal du propriétaire sur le propriétaire. Et à ce moment-là, nous allons donc faire notre protocole de kinésiologue avec le transfert et l'animal qui va être en vous. Ah d'accord, ok. Alors moi tu vois, j'avais pas compris ça. Moi je pensais que tu intervenais comme sur l'animal en pratique. Je peux aussi intervenir directement sur l'animal, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est une technique où je me déplace chez les gens et je vais donc interroger l'animal et le toucher, bien sûr le manipuler et avoir la question. Et si j'inclus dans ma méthode et dans ma pratique la psycho-chinoise, je demanderai donc des petites informations style date de naissance de l'animal ou année de naissance de l'animal. Et tu veux décrocher? Non. Et du coup, je vais faire donc un portrait psychologique qui va m'amener à définir en fait où se situe l'animal dans les 5 éléments de la médecine chinoise, c'est-à-dire eau, métal, terre, feu, bois, et va me donner des indications qui est très intéressante. Des grandes lignes en fait sur l'animal et sur le propriétaire. C'est comme nous dans la vraie vie en fait quand on veut manager et qu'on met plusieurs personnes et en fait on va définir leur type de caractère et savoir s'ils s'entendent, s'ils sont complémentaires, s'ils peuvent travailler ensemble ou comment on va fonctionner en fait. Et l'animal et l'humain c'est pareil. Du coup la psychologie chinoise va être très intéressante là-dessus pour avoir comment l'humain peut approcher son animal, pourquoi il l'approche de telle manière et que ça passe pas, parce qu'en fait les éléments doivent faire des efforts on va dire et s'assembler ou Alors après ça va passer comment? Par des modifications relationnelles? Non, c'est pas des modifications, ce sont des modifications, on va dire, j'aime pas trop ce terme modification, oui, ouais. C'est surtout informer le propriétaire que l'approche va être plus... alors, mettons, si j'ai un propriétaire qui est très rigide par rapport à son animal, l'animal va
on va dire, c'est un exemple, générer des peurs, c'est-à-dire qu'il va être très tout le temps axé avec ce réflexe-là, en fait, c'est de dire, oula, je vais me faire... Et du coup, je pense que on va informer le propriétaire que comme l'animal est dans un élément plus doux, avec de la douceur, eh ben, on va lui demander, au lieu de donner un ordre qui est rigide, de lui expliquer qu'en fait, si il parle à son animal avec un peu plus de douceur dans sa voix, avec un peu plus de douceur, comment on appelle ça, d'envie de travailler avec son animal avec beaucoup plus de complicité, on va lui faire enlever ce côté rigide en fait, pour aborder l'animal. Et inversement, quand l'animal a beaucoup de caractère et que l'humain est très très gentil et qu'il ne sait pas donner d'ordre, et on va lui demander de dire des phrases qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus axées sur un ordre bien précis, pour que l'animal en fait comprenne que c'est lui le maître, enfin c'est que le propriétaire est le maître et non l'animal. D'accord. Voilà, c'est les blocages. Mais je pense que vous faites déjà ça en éducation. Oui. Ouais, non, ouais, c'est sûr que là, pour le coup, tu étais plus sur des exemples généraux, mais... C'est plus simple à expliquer comme ça, je pense, pour les personnes de la kinésiologie. Parce qu'après, c'est tout un protocole, c'est des suivis aussi, parce que comme les humains, nous avons des blocages, les animaux ont des blocages. Et en fait, on va aller dénouer ces blocages et aller comprendre pourquoi. Il y a certains animaux qui... là, dernièrement, j'avais une cliente où son animal... en fait, il ne voulait pas manger. Et en fait, on a fait quelques séances pour comprendre pourquoi il ne voulait pas manger le type de croquette. Alors, ça fait 5e sac ou 6e... Et on s'est aperçu, en fait, en faisant une séance de kinésio, simplement que l'animal n'aimait pas les croquettes de mouton parce que c'était un border et que le travail qu'il fait, c'est d'aller dans ses gènes, en fait, d'aller travailler avec ses copains. Du coup, il ne mange pas de mouton, il ne mange pas tout ce qui est dérivé. Ah ouais, et du coup, on a proposé, en fait, un style de croquette qui était du bœuf. Et écoutez, ça marche. Il mange, voilà. Et donc ça, c'est... C'est juste un blocage, en fait, par rapport à une histoire. L'animal, il a son histoire, il a son ADN qui est tracé avec sa génétique. Et du coup, on va essayer d'aller écouter l'animal pour qu'il nous dise, en fait, pourquoi il y a un blocage, pourquoi ça ne va pas. Des fois, c'est très simple pour nous. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je me souviens, la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais parlé d'une anecdote, je crois, avec un fermier qui avait du mal avec une de ses vaches, c'est ça? Parce qu'en fait, quand il la mettait dans un camion ou je ne sais où... Oui, alors il y a ça aussi, c'est que en fait, quand il mettait la vache pour l'emmener à la foire, quand elle l'a montée dans le van, c'est pas un van, je sais pas. Dans le camion. Une bétailleuse, quoi. Ouais. Une bétaillère. J'ai un peu perturbé, moi, la caméra. Et du coup, elle ne voulait pas monter, elle avait peur, c'était compliqué. Donc, il a fait appel à la kinésio. Nous avons été voir qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il s'avère que la séance a été très productive puisque le fermier, pour faire monter sa vache dans sa bétaillère, en fait, utilisait une fourche. Donc la vache avait une appréhension de cet outil qui est peut-être tout simple pour le fermier, mais qui fait peur à la vache. Et du coup, systématiquement, la vache appréhendait la montée dans le camion par rapport au geste fait avec cette fourche. Donc la peur d'être blessé, la peur de ne pas comprendre pourquoi, en fait, alors que on a dénoué donc ça, on a essayé d'enlever la fourche, de faire comprendre au propriétaire d'enlever la fourche. Alors bien sûr, ça s'est pas fait en une seule fois. Hein. Oui, ça sûrement. Bien sûr, et d'amener la confiance et de ramener la confiance entre le fermier et sa vache pour rentrer en fait dans son camion petit à petit. Il a appris donc à ne plus utiliser cet objet, voilà, de
de caresser, de lui dire des mots gentils pour justement faire monter cette vache. Et ça a marché au bout de, on va dire, la 3e séance. Voilà, parce qu'il faut savoir que une séance ne peut pas tout régler sur un animal comme sur des humains. Après, voilà, il y a un travail, il y a une confiance entre, on va dire, l'animal ou le client et le thérapeute qu'on est pour justement mener ce travail à faire entre eux pour arriver à avoir du résultat. Ouais, j'aimerais justement là qu'on s'arrête plus sur cet exemple-là, parce que là pour le coup on est vraiment sur du concret, enfin on n'est pas sur des généralités par rapport à des histoires de croquettes ou à des intonations au niveau de la voix. Mais là pour le coup justement, dans cet exemple-là, donc là c'est la vache finalement qui arrive à te dire, toi en tant que thérapeute, le blocage. Et là pour le coup c'est intéressant, c'est pas entre guillemets le fermier qui t'a amené sur ça. Pas du tout. En fait, j'ai donc fait ma séance sur la vache d'abord. Il y a une approche toute simple. Nous allons voir l'animal, on lui parle comme vous parlez à votre chien, à votre chat. Bonjour Marguerite, voilà, moi je suis Laurence. Et de là, on va mettre une confiance entre nous thérapeutes et l'animal. Donc là, c'est la vache. Et on va donc positionner nos mains pour avoir un réflexe musculaire ou pour avoir une information. Et sur le protocole, nous allons avoir des listes où on va aller chercher des phrases, des mots. Et là, le mot fourche est tombé. Et dans ma pratique, en fait, pour moi, le mot fourche, ma question a été directe de dire au fermier: est-ce que vous utilisez une fourche? Et de là, le propriétaire, surpris, m'a expliqué que oui, en fait. Donc c'est le propriétaire qui va, en fait, voilà, c'est une communication. J'ai des mots qui sortent de liste par rapport à un cahier. Et nous allons donc tourner autour de ça. Et donc c'est le test musculaire qui va engendrer le mot. En fait, c'est le réflexe musculaire qui va me donner une information, qui va me donner un oui ou un non. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'avec un simple toucher sur l'animal, donc je vais pouvoir recevoir une information qui va faire que je vais avoir un test oui ou un test non. Si je lui pose la question, est-ce que c'est la liste 40 ? Si j'ai pas de réponse musculaire, ou si j'ai pas l'oreille qui bouge, la queue qui bouge, ou après nous on peut ressentir aussi des choses parce que étant énergéticienne, je ressens aussi des choses de toute façon, et l'animal va donc m'envoyer l'information. Elle peut être juste comme elle peut être à côté, attention, on n'a pas tout le savoir. Et voilà, ça marche comme ça, en gros. Ok, mais alors pour le coup, donc ça c'est une question que je m'étais moi-même posée, et je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent se la poser. C'est quoi la différence entre la communication animale et la kinésiologie animale finalement? Alors je dirais pour moi que nous avons aussi bien de la communication animale que en kinésiologie, qui est ce réflexe, mais qui est aussi la télépathie entre l'humain et l'animal. Un certain nombre d'informations, de mots, en fait, qu'on peut dire tous les jours à l'animal, va être une forme de communication animale. Et l'animal, en fonction du mot que vous dites, va réagir. Donc forcément, il le comprend et vous le comprenez. La communication, alors pour qu'elle soit beaucoup plus claire pour les gens, c'est pas simplement un mot qui arrive par là, ou en fait, c'est une manifestation, je dirais, visuelle de l'animal et de l'humain que nous devons en fait étudier, que nous étudions pour avoir une réponse. D'accord. C'est-à-dire que le comportement de l'animal, alors notamment toi c'est plus facile pour toi quand tu vois des chiens, je veux dire, tu vas vite comprendre si l'animal est dans telle position ou dans telle position, le réflexe qu'il a, pourquoi il ne s'assoit pas, pourquoi, et du coup tu vas arriver à avoir une communication. Elle est là aussi, cette communication. Après, on peut très bien, parce qu'il y a des gens qui ont cette énergie-là,
en simple toucher, avoir des informations qui vont surgir ou jaillir et qui vont donc nous donner cette communication-là. D'accord. Ok, ouais, donc en fait, si je comprends bien, le réflexe musculaire, enfin la pratique de kinésiologie va venir conforter ou confirmer une communication animale, enfin une sorte de communication animale. Oui. Enfin, on va dire c'est en lien, quoi. C'est en lien. Ensuite, il y a la communication animale, parce que des fois, je ne peux pas me déplacer, donc je vais le faire à distance sur une présentation d'une photo. Et là, en fait, je vais, c'est pareil, je vais regarder l'animal, parce qu'on demande toujours, moi je demande toujours une photo de face, une photo de profil, voilà, pour voir l'animal entier, voilà, mais surtout son faciès, ses yeux, parce que pour moi ça me parle. Et ensuite je vais scanner. Alors quand je parle de scan, c'est-à-dire que je vais passer ma main sur la photo et en fait il va me donner des indications. Ensuite je vais prendre une planche de chien ou de chat ou de cheval ou de cochon ou de chèvre. D'accord. Et du coup je vais scanner et ça va me donner une information sur des zones. Voilà. D'accord. Je prends des notes, je note tout ce que je ressens, tout ce que je peux avoir comme communication par rapport à cet animal, parce que je me mets en communication quand même avec l'animal, hein. Je me demande son prénom, sa date de naissance, enfin il y a tout un protocole. Et je vais avoir des informations. Et de là, je vais rappeler le propriétaire ou le gardien. Et en fait, je vais lui poser quelques questions par rapport aux informations que j'ai reçues. Il va me dire oui, ou il va me dire non, ou il va me dire je ne sais pas. Parce que des fois, vous avez des gens qui ont des animaux qui arrivent de la SPA, et du coup, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé avant, le passé, et voilà. Mais on arrive à retrouver des informations qui sont quand même assez proches de la vérité, on va dire. Okay. Voilà. Mais c'est un travail... plus vous allez travailler, plus on va travailler en fait sur photo, plus on va travailler sur l'animal, et plus tu vas pouvoir creuser. Voilà, plus on va pouvoir creuser, plus on va avoir des autres informations. Après, on va quand même chercher aussi des informations, parce que des fois il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément, ou parce que sur le moment on n'a pas cette logique en fait. Mais je pourrais dire que on va aller creuser. Moi, la dernière fois, quand j'ai fait une séance, j'ai eu le message enfant thérapeute de la part d'un lama. D'accord. C'est une question, enfin c'est une phrase que j'ai donc jamais reçue. Je ne comprenais pas la signification. J'ai continué ma séance avec d'autres informations. Et il y a d'autres mots qui sont arrivés dans ma liste et qui ont complété en fait médicament, pardon. Et ces deux mots en fait, c'est pour la conclusion de la séance. Ça veut dire qu'en fait, le lama est un thérapeute pour les enfants handicapés. Voilà ce que ça voulait dire. D'accord. Il a un lien, c'est-à-dire que l'approche de cet animal dans sa vie, c'est qu'il va faire du bien, il va avoir un bien-être, et il va donc être un médicament pour l'enfant handicapé ou avec d'autres difficultés qui va lui apporter un bien-être. En fait, voilà. Mais voilà, c'est en creusant ou en ayant des informations comme celle-ci qu'on arrive à comprendre, à faire des liens. Et donc, si tu avais amené à ce lama, c'était une personne qui faisait de la médiation animale ou pas? C'est une dame qui faisait de la médiation animale. Du coup, elle avait un lama. Et en fait, j'ai proposé de faire une séance offerte, parce que je n'ai jamais travaillé sur des lamas sauf en formation. D'accord. Et là, vous avez des lamas, pas très loin en Bretagne. Ouais. Et du coup, j'ai voulu voir, en fait, pour moi, pour ma pratique, voilà. Et parce que l'animal avait des blocages sur le fait de rester tout seul, en fait, parce que ça n'aime pas être tout seul en principe, un lama. Et là, on s'est aperçu qu'elle pouvait, en fait, elle avait une idée de monter un centre, en fait, et de faire venir des enfants.
Et elle demandait si effectivement certains lamas, plus que d'autres, puisqu'elle en a 4 ou 5, étaient plus appropriés pour faire de la médiation avec des enfants, des gens à difficulté, des personnes âgées, voilà, pour un bien-être en fait. Et le mot est sorti enfant médicament. Donc ça veut dire qu'en fait ce lama, ça c'est moi qui le définis comme ça. Oui, ça va, tout à fait. Hein, voilà, peut-être que d'autres personnes le définiront autrement, peu importe. Va apporter en fait une douceur, va apporter comme si c'était un thérapeute ou un médicament, mais naturel. En fait, le fait de toucher cet animal, le fait de lui parler, que l'enfant lui parle, qu'il y ait une approche entre l'animal et l'enfant, va adoucir ou va peut-être calmer des blocages qu'il a tous les jours et que l'animal va pouvoir calmer, il va avoir un bien-être. Il y a des enfants qui vont peut-être rester, qui sont peut-être hyperactifs pendant tout le temps à la maison. Quand ils vont être en contact avec ce lama, eh ben, il y aura une sérénité, il y aura un calme. Donc l'animal apportera beaucoup de douceur et sera un médicament, on va dire, pour l'enfant. Et donc là, pour le coup, alors c'est cette dame qui se pose des questions sur la création d'un centre ou de l'utilisation de tel ou tel de ces animaux par rapport à une patientèle. Oui. Et au final, donc le message que te transmet le lama à ce moment-là, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'ensuite on va donc discuter de ces phrases avec la propriétaire et lui dire qu'effectivement, il est probable que l'animal, parce qu'on dit on n'est jamais sûr de quoi que ce soit, il est probable que l'animal soit effectivement ici aujourd'hui pour un bien-être thérapeutique pour le centre qu'elle veut mettre en place, l'action qu'elle veut mettre en place aujourd'hui pour son bien-être en fait, et puis pour le bien-être des autres. Ok. Bah, j'avais présenté lors d'un autre entretien justement l'approche de la communication animale. Enfin, moi, je sais que j'avais passé mon niveau 1 il y a 7 ans avec quelqu'un qui était plutôt bon là-dedans. J'ai pas du tout pratiqué parce que j'ai des problèmes personnels aussi. Voilà, un travail à faire avant. Et donc ouais, quand j'avais quand j'avais proposé cet entretien donc avec Apolline Beaunieu que je connais que je suis en tout cas depuis à peu près 3 ans maintenant, elle m'avait dit que parfois aussi ça peut être gênant parce que tu peux avoir un message que l'animal va te transmettre qui va être très intime, ou très très fort aussi. Alors je répondrai qu'à nous de savoir si nous devons donner l'information au moment présent ou plus tard. Voilà. C'est aussi notre prise de conscience là-dessus, parce que des fois les propriétaires ne vont pas l'accepter. Alors moi je vous dirais que par rapport à mon ressenti et par rapport à une question que je pose, est-ce que j'ai le droit de donner l'information ? Donc là tu vas demander à l'animal ? Non, pas forcément. Enfin je demande à l'animal. Tu demandes à qui alors ? À tes guides ? Je demande à mes guides en fait si je peux me permettre de donner l'information. Après mon ressenti, des fois il peut être mitigé et donc j'ai besoin de confirmation. Donc oui, je vais aller demander à l'animal. Après si l'animal le dit, c'est qu'il a un besoin d'exprimer et parce qu'il y a un mal-être aujourd'hui, mais peut-être que ce n'est pas... Peut-être que le gardien ne va pas aujourd'hui entendre la signification ou accepter qu'on lui dise ce message. Voilà. Ok. Alors justement, comme on a parlé des guides, ça veut dire que tu as... j'aime pas mettre des mots là-dessus, on va mettre des étiquettes, mais tu as des connaissances, tu as des facultés. Oui. Faut forcément en avoir pour être kinésiologue ou quand tu fais des formations, tu apprends à les ouvrir ? Faut pas forcément en avoir, mais quand on prend, je pense, la voie de la kinésio, forcément... après, si tu es attiré, c'est que... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus dans ce domaine énergétique, effectivement, et qui vont mettre, on va dire, la kinésiologie et apporter des équilibrations énergétiques. Moi, je sais qu'en pratiquant ma formation, en faisant ma formation tout au long de mon parcours, j'ai développé encore plus de sensations, encore plus de ressentis. Et ça me permet d'avoir plus de réflexion, en fait,
et d'être sûr de pouvoir donner des messages et de traiter ces messages par rapport à l'animal et le propriétaire. Maintenant, tout le monde n'est pas kinésiologue énergéticienne. Hein. Il y a des gens qui sont kinésiologues, point. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'avoir de l'énergétique pour faire kinésiologie. C'est quand même un plus, je pense. Comment ? Enfin, je pense que c'est quand même un plus. C'est un plus. C'est très... Pour moi, c'est du bonheur, en fait. Voilà, c'est du bonheur dans ma pratique, c'est du bonheur pour moi-même, dans ma vie, en fait. Et quelque part, je remercie cette formation qui s'est ouverte à moi pour plein de choses. Et qui m'apportait beaucoup de plaisir. J'ai rencontré tout au long de ma formation des gens adorables, des gens bienveillants surtout, et qui nous ont aussi, parce qu'il faut savoir quand même que dans notre formation de kinésiologue, on traite nos problèmes, nos blocages, pour justement être le meilleur de soi et être vraiment aligné avec soi-même, être empathique quand on a le client et quand on a l'animal. Voilà, on ne fait pas partie de leur histoire et on doit être juste dans notre fonctionnement, dans notre pratique de kinésiologue, dans notre pratique d'énergéticienne. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut savoir aussi prendre en considération la personne, l'animal, parce que ce sont des êtres vivants qui ont des émotions et parfois le fait d'aller débloquer certaines émotions peut perturber la personne, peut perturber l'animal, et là il faut y aller en douceur. C'est pour ça que des fois il ne suffit pas qu'une séance, il suffit d'un peu plus de séances. Après, à voir comment la personne qui reçoit la séance veut aller continuer, travaille aussi, parce qu'il faut savoir quand même que chez l'humain, il faut qu'il travaille. Hein. Oui, tout à fait. Donc même chez l'animal, je veux dire, c'est le propriétaire qui va travailler avec l'animal pour avancer et pour enlever tous ces blocages. Mais oui, l'énergétique, c'est un plus. Et j'ai encore fait beaucoup plus de formations après mon diplôme, parce que j'avais besoin de réponses à certaines choses. Justement, on va y venir après, surtout le côté psychologie chinoise et tout. Juste avant, tu vois, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça me reviendra. Alors moi, donc la kinésiologie animale, je connais pas plus que ça. Enfin, je connais pas du tout, pour être honnête. Après, dans la kinésiologie humaine, moi oui, je suis patient d'une de tes conseils. Moi, la dernière séance que j'ai fait, par exemple, en kinésio, ça a été super intéressant parce que ça a permis de libérer un blocage transgénérationnel depuis mon arrière-grand-mère. Donc, le corps, moi, donc en l'occurrence, sans rentrer dans les détails, mais en gros, donc, il y avait une mémoire transgénérationnelle qui crée un blocage dans ma vie actuelle. Est-ce que tu as la même chose chez les animaux ? Oui. Et ça, c'est pareil, comment tu peux amener un gardien, un propriétaire à comprendre ça finalement, à faire comprendre ça Je pense que chaque kinésiologue animalier a ses propres mots, a sa propre approche du gardien, parce que quand on va chez le client, en fait, nous en amont, fait quand même une petite psychologie chinoise très intéressante pour savoir aborder aussi bien le propriétaire que l'animal. Donc ça nous donne des indications. Et le fait d'avoir fait la séance, de faire la séance ensuite, va nous permettre de pouvoir faire une communication avec le propriétaire beaucoup plus sereine, beaucoup plus engagée, avec des mots, et de lui expliquer qu'en fait, des fois, l'animal a une mémoire comme nous, puisque c'est un bipède, on va dire, et qu'il a des cellules, et que ces informations, en fait, on va aller les chercher, les trouver par rapport à cette kinésiologie, et on va l'emmener petit à petit à lui expliquer que avant sa conception, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées
dans son histoire. En fait, l'animal comme l'humain, nous avons tous des histoires, nous avons notre ADN qui se transmet de génération en génération, et il a une mémoire, et en fait, on va aller faire parler cette mémoire. Donc, on lui explique soit en prenant l'exemple de l'humain, qui est peut-être des fois plus facile, mais qui en fait est la même chose chez l'animal. L'animal a une mémoire, l'animal a aussi une lignée. Voilà, chaque animal, il y a une race d'animal, chaque race a un but bien précis, et en fait, ce sont ces informations-là qu'on va aller chercher aussi, et par rapport au père, aux mères, à la grand-père, voilà. Parce que des fois, on retrouve des pathologies, en fait, que ce soit humaine ou que ce soit animale, qui sont identiques à la grand-mère du chien. Ouais, tout à fait, ouais. Quand on parle de dysplasie chez un chien, elle ne vient pas du jour au lendemain. Donc c'est une mémoire. Oui, tout à fait. Voilà. Même de la réactivité. Moi, j'ai un Akita Inu. Le grand-père était déjà très agressif avec les autres chiens. La mère était agressive avec les autres chiens. Donc la propriétaire actuelle fait appel à moi et une chienne qui est agressive envers les autres chiens. Mais en fait, quand tu creuses, c'est déjà un truc qui est ancré depuis 3 générations, quoi. C'est ça. Donc en fait, on va aller. Donc cette information-là est très intéressante parce que le chien ne vient pas agressif. Donc on va prendre ton exemple. Ne vient pas agressif comme ça du jour au lendemain. Soit c'est parce que effectivement aujourd'hui on l'a élevé dans l'agressivité, parce qu'il y a ça aussi. Mais en fait, on peut s'apercevoir que quand on arrive chez les personnes, quand on a posé des questions, parce qu'on pose des questions quand même, eh bien l'animal, on s'aperçoit qu'il est dans un contexte chaleureux, avec beaucoup d'amour. Donc nous, ça nous donne des indications. Ça veut dire que l'animal, peut-être que dans sa génétique, il y a eu de l'agressivité. Donc on va remonter. Donc on va faire un protocole pour aller chercher ces informations. On va aller faire une régression en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que moi en tant, avec ma casquette là, de comportementaliste, voilà, donc on va identifier, ok, donc depuis l'arrière-grand-père, enfin depuis le grand-père, il y a cette problématique-là. Voilà, on peut mettre en place des protocoles de contre-conditionnement, etc., etc. Mais toi, en fait, en kinésio, tu peux directement communiquer, on va dire, avec l'animal ou débloquer ça? Oui, on va aller débloquer ça parce qu'on va aller infuser et diffuser. Je pense que c'est ce qu'on a dû faire avec toi aussi. Tout à fait, ouais. Et bien chez l'animal, on va faire la même chose. Alors quand on est en transfert, on est on est avec un humain en transfert, qui est le transfert de l'animal. Donc toutes les équilibrations vont être faites sur l'humain, mais sur l'animal en fait. C'est une visualisation. Qui va apporter des équilibrations. Après, comme toi, dans ta pratique, l'agressivité ne va pas s'enlever en une séance. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il va falloir travailler, réapprendre ça et amener à débloquer ces liens ou à couper les liens qu'il a avec les générations d'avant. Mais ça, moi, pour le coup, c'est vraiment ça que je trouve super intéressant dans le fait de travailler avec des personnes comme toi, finalement. C'est parce que, voilà, donc moi, là, sur ce cas pratique-là, je peux mettre en place tout un tas de protocoles dits de rééducation. Et toi, en fait, avec une approche comme ça, tu vas pouvoir travailler en profondeur directement sur l'animal, en fait, sur une discipline que moi, je ne maîtrise absolument pas. En fait, si tu veux, nous, en fait, complémentaire en soi, quoi. Notre médecine, elle est complémentaire. En aucun cas, on se substitue à vous, comme on ne se substitue pas aux vétérinaires, aux ostéopathes. On est juste en complément, puisque nous sommes une médecine douce qui va apporter des compléments d'information aux propriétaires, à l'éducateur, pour permettre d'avancer au fur et à mesure et d'améliorer le confort de l'animal. Mais c'est ça, ouais. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, pour le coup, super intéressant. Parce que, oui, enfin, moi, je pense, c'est un fait, mais depuis plusieurs années, il y a quand même un certain éveil. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'énergétisme, à la spiritualité. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est rentré dans la politique, mais c'est vrai que la crise actuelle du Covid a aussi révélé ça, quoi. Donc, ouais, moi, je trouve ça super intéressant, justement, de mettre en lumière des approches comme ça. S'il y a beaucoup de personnes qui vont rester concrètement sur le côté... ton chien il va être réactif, tu vas le mettre sous calmant, tu vas mettre en place un petit truc à la con, là, et puis après, en 2 ou 3 mois ça va être réglé, quoi. Alors que là pour le coup ça permet vraiment de faire un travail en profondeur. Et puis l'avantage aussi
c'est que, comme tu disais en introduction, il y a certaines problématiques qui ressortent chez l'animal, qui existent aussi chez l'humain finalement. Oui. Parce que le chien va être, ou l'animal va être miroir. Il va être miroir. De son humain, ouais. De son humain. Ouais, c'est ça qui est aussi intéressant, quoi. C'est intéressant aussi parce que, alors là, dans ce cas-là, c'est des générations sur l'histoire du chien, mais il peut y aussi avoir, comme je disais au tout début, l'agressivité du chien parce qu'en fait, il a été élevé. C'est-à-dire que quand il est sorti, on a été le chercher à 3 mois, il est rentré dans une famille, et tous les jours, il y a de l'agressivité. Donc forcément, le chien est dans un contexte d'agressivité, et il ne connaît pas en fait la douceur, il ne connaît pas la gentillesse, il ne connaît pas les ordres simples, il connaît simplement des choses d'agressivité. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc le chien va effectivement, systématiquement, soit être désagréable, enfin agressif avec ses congénères, agressif avec les humains, agressif avec les enfants. Et donc là, en fait, la problématique est humaine et non animale. Voilà. Et la plupart des cas, on va dire, je dirais 80% est quand même humain. Ah mais carrément. Ou après, comme tu dis, c'est un reflet. Après, on dit toujours qu'au final, on attire à nous ce qu'on vibre. Tout à fait. Enfin, moi, je sais que ça fait plusieurs années maintenant que je m'ancre beaucoup plus là-dedans, dans le côté humain, dans le côté énergétique. Et j'ai un certain nombre de clientes qui font appel à moi parce que tu peux avoir des chiens sensibles ou réactifs ou autres. Et en fait, en creusant, tu te rends compte que la femme a été victime d'abus ou de violences sexuelles ou autres. Et en fin de compte, quand tu fais comprendre à l'humain qu'au final le chien, à travers ça, démontre aussi un travail que l'humain doit faire sur soi. Tout à fait. Moi, je trouve ça très valorisant puisque, ok, tu vas poser un diagnostic, entre guillemets, t'es pas veto, bref. Tu vas poser un avis sur le chien, tu as proposé des axes de travail sur le chien, mais tu peux aussi accompagner l'humain, quoi. Ou en tout cas guider l'humain vers des thérapies. En tout cas, pour ma part, dans ma pratique, je sais que ce que je vais faire sur l'animal va être bénéfique sur l'humain. Parce qu'en fait, l'humain va avoir une prise de conscience qu'il n'avait pas parce que, comme nous, comme tous les jours, il y a des situations où on n'est pas objectif. Il y a des situations où si on ne nous le dit pas, on ne va pas le voir. Ouais. Et des fois, c'est bien qu'on ait ces paroles en fait vis-à-vis des gardiens, des propriétaires, vis-à-vis de leur animal, en leur disant voilà, peut-être que si ça se passe comme ça ou si vous faisiez comme ça serait peut-être mieux, ou qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans votre façon de faire avec votre animal, qu'est-ce que vous aimeriez. En fait, c'est leur proposer aussi, parce qu'on ne va pas leur donner forcément la solution, parce qu'il faut que quand même le gardien et le propriétaire ou propriétaire soit aussi acteur de ce qui va se passer dans la séance, dans son relationnel avec son animal. Et donc, on va lui demander de nous apporter, de nous dire en fait quel est le confort qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait voir améliorer, qu'est-ce qu'il souhaiterait et comment il peut le mettre en place. Parce qu'en fait, on va lui donner des indications, mais il va surtout aller chercher lui ses ressources qu'il a, parce qu'on a tous des ressources, et ses propres conseils. Après, il va falloir que l'humain se fasse confiance, et la plupart du temps, nous traitons la problématique de la confiance en soi, et du coup, on va lui apporter aussi un bien-être, parce qu'en fait, on va être aussi le thérapeute du gardien. C'est ça qui pour moi, est pas magique, mais qui me fait vibrer, on va dire, dans tous ces protocoles, dans toute cette kinésiologie, dans toute cette passion. Puis c'est passionnant, en fait. Moi, je suis passionnée, donc voilà. Ouais, je te rejoins sur ça. Moi, je sais ce qui m'intéresse. On en avait déjà parlé, mais moi, je sais que l'éducation canine, à proprement parler, apprendre du assis-couche chez vos chiens, ça me gonfle. Moi, je sais que je m'éclate beaucoup plus dans... t'as un chien qui va être... une espèce de cocotte minute, en fait, tu te rends compte que l'humain essaie tellement de contrôler et tout, et moi, en fait, apprendre le lâcher prise aux humains, et en fait, simplement changer le regard de l'humain et dire, mais en fait, si mon chien, il est comme ça, c'est parce que je lui casse trop les houilles, entre guillemets. C'est ça. Et au final, moi, je trouve ça super intéressant, parce que finalement, tu dis, le chien, lui, tu lui fous la paix, toi, t'apprends à te détendre et à être beaucoup moins dans le contrôle. Et au final, c'est gagnant pour les deux. Tout à fait. C'est vraiment gagnant pour les deux. Et c'est ça qui nous fait plaisir à la fin, parce que le résultat, en fait, c'est que l'humain
a compris son animal en fait. Comment il va fonctionner et comment il doit être avec lui. Et c'est ça qui est magique parce que la relation va apporter vraiment de l'apaisement. Je vais répéter encore douceur, mais j'aime beaucoup ce mot, douceur. Parce que je suis quelqu'un de très douce. Voilà, ça va lui permettre de comprendre et surtout d'avoir un meilleur confort de vie avec l'animal qu'il a accueilli dans sa maison, dans son foyer familial. Et voilà. Et après, bien sûr, quand on est plusieurs membres de la famille avec un animal, eh ben, tout le monde ne fait pas les mêmes choses, tout le monde n'apprécie pas les mêmes choses. Donc après, je dirais en règle générale que l'animal a qu'un maître. Ouais, je suis du mal avec ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, oui. Et voilà, il faut pas oublier que la personne qui est le maître de l'animal, c'est lui qui a, on va dire, une dominance par rapport à... Ah, encore un autre mot que j'aime pas du tout. Non, je vais enlever ce mot. Je vais enlever ce mot. Non, il a en fait un fort, on va dire, une force de pouvoir communiquer avec son animal différemment. Et c'est-à-dire que sa voix sera plus porteuse en tant que maître et propriétaire de l'animal que les autres personnes autour. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais je veux dire, c'est-à-dire que l'animal va faire confiance à son maître. Voilà. Oui. Voilà ce que je veux. Enfin, je vais en venir à ça. Alors, je me suis mal exprimée. Tu pourras couper parce que c'était pas bien. Non, mais c'est pas grave. Je laisserai justement pour que les gens puissent éviter le prendre. Ok, ouais, non, mais si, bon, d'accord, je comprends. Je me suis très mal exprimée. J'aime pas les mots, mais c'est pas grave. L'idée était bien. Voilà, merci. Je te remercie, Romain. Voilà. Ok. J'avais présenté sur ma vidéo le bouquin de Joël Dehaas, un vétérinaire comportementaliste qui a écrit un bouquin que j'avais acheté il y a 5 ou 7 ans maintenant. Ça s'appelait Tout sur la psychologie du chien. Et il y avait 3 grilles de lecture dans son ouvrage. Il y en avait une justement qui était basée sur le taoïsme et donc sur tous les éléments. Et moi, il y a 5 ans, quand j'ai lu ça, et j'ai absolument rien, enfin j'étais absolument pas dedans quoi. Mais pour le coup je trouve ça très intéressant parce que donc avec tout son parcours universitaire, c'est quelqu'un qui est assez ouvert sur ça. Et donc lui présentait la psychologie du chien donc à travers voilà, donc le taoïsme et le relationnel justement avec le feu, l'air, le machin, etc., etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait quand je t'avais rencontré, toi tu m'avais parlé justement de ça aussi, donc de ton utilisation de la psychologie chinoise pour comprendre, comme tu l'avais dit un petit peu tout à l'heure, à percevoir ou en tout cas savoir sur quel... Enfin voilà, comment est-ce que tu vas communiquer, comment est-ce que tu vas t'adapter en fait à l'humain que tu vas avoir. Oui, parce que, mettons, je vais dire, je suis un élément terre. La terre, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite en fait, qui est excessivement gentil, qui va ne pas poser de limites et ne pas savoir dire non. Ah oui, c'est ça. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, à un moment donné, quand il va rencontrer l'élément bois, qui est un élément un peu plus, pas caractériel, mais un peu plus imposant, qui quand il parle, sa voix est plus tranchée, il va quand même avoir des limites, va donner quelque part, entre guillemets, des ordres. La terre ne va pas savoir forcément dire non. Donc, on va apprendre au bois à communiquer d'une autre manière ou de dire les choses plus doucement ou moins directives pour que la terre en fait se sente pas stressée ou puisse me dire ok, je suis d'accord avec toi, je vais voir ce que je peux faire. Mais la terre dira pas toujours. La terre quand elle dit ça, elle dit oui. Ouais. Donc on va essayer de mettre les éléments, tous les éléments s'entendent, il n'y a pas de souci, il suffit juste de savoir comment on se positionne, c'est juste une place en fait. Et dans la vie, c'est pour ça que des fois, les éléments, ils sont comme un aimant, quoi, ça fait un aimant opposé. Voilà, et donc il suffit simplement, on va dire, de prendre conscience. De prendre conscience que peut-être que la personne qui vous parle comme ça, peut-être que si on lui dit, en fait, elle a raison, elle veut avoir raison. Mais vous n'êtes pas d'accord avec lui. Peut-être que le message qu'on va lui faire passer, si elle a plus de caractère que vous, c'est une question de caractère, les éléments, on va dire,
on va formuler notre phrase ou notre demande différemment pour qu'en fait, elle accepte et qu'elle soit d'accord avec vous, tout simplement. En fait, c'est un équilibre entre éléments qui va faire qu'on va avancer. De toute façon, pour moi, tous les éléments ont des compétences. On va parler de compétences. Et elles vont s'assembler pour apporter le meilleur à tous. Ok. Au final, cet apport-là, c'est comme... Enfin... Si je prends l'élément métal, Ouais. le métal, il y a deux métals. Il y a le métal 6 et métal 7. Ce sont deux. Il y en a un qui est malléable parce qu'on va pouvoir le tordre. Et il y en a un autre, il est complètement rigide. On va pas. Donc lui, il a des règles comme ça. Et il ne faut pas aller... s'il a décidé que c'est comme ça, mais les petits élémentaires, il va suivre, quoi. Il va faire... Mais alors, pour le coup, c'est... Donc on va aller adoucir le métal. On va aller lui dire qu'en fait, quand il est avec une terre, il ne faut pas qu'il soit trop direct ou trop rentre dedans ou que ses règles, ok, j'accepterais, mais de temps en temps, si tu pouvais m'écouter aussi, parce que moi, je suis quand même assez sensible. Et ma sensibilité, toi, au fou, tu vois. Donc ça, la psychologie chinoise, elle est liée donc avec... Enfin, c'est un petit peu chez nous comme l'astrologie, en fait, en fonction de ton... Alors je suis pas bonne en astrologie, Ouais. mais je pense que oui, il y a un lien. Oui, effectivement, dans notre date de naissance, notre signification. Après, les Chinois, il faut savoir que leur année commence le 4 février. Ah oui, d'accord. Nous, elle commence le 1er janvier. Voilà, donc du 4 février au 3 février, c'est une année chinoise. Donc la psychologie, elle va être déterminée à partir de là. Nous allons travailler là-dessus. Donc parce qu'ils vivent avec leur saison. Attention. Après, il y a toute plein de petites informations qui est donnée en psychologie que je ne pourrais pas vous dire en astrologie parce que je ne sais pas. Justement, c'est quoi qui t'a amené sur la... C'est ma formation en fait. Dans ma formation, j'avais ce module-là, que je pouvais faire ou pas faire. Mais ça m'a attiré, moi, psychologie. C'est déjà... puisqu'avant j'étais dans les ressources humaines, donc on fait quand même aussi un peu de psychologie, on va dire. Ok. D'accord, ok. Ouais, Moi, j'aime beaucoup étudier en fait tous ces traits et puis l'animal, je pense que c'est voilà, je suis attirée par ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'on doit leur apporter ce bien-être, parce qu'aujourd'hui, le Covid a fait que les gens se sont appropriés des animaux pendant le Covid. Et malheureusement, on retrouve beaucoup de problématiques aujourd'hui. Des chiens qu'on ramène au refuge, des chiens qu'on abandonne, des chiens qu'on ne peut plus assumer. Parce que, en fait, dans notre tête déjà d'humain, on n'était pas bien à ce moment-là, parce que le Covid a fait beaucoup de dégâts. On va en parler, hein. De toute façon, c'est d'actualité. Ça va venir après. Mais je pense que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens qu'un animal, c'est pas un jouet. Un animal, c'est... je considérerais que c'est pas un être humain, mais que voilà, il a le droit d'être vivant et d'écouter, qu'on l'écoute. Et surtout, qu'on défende ces animaux, quoi. Qu'on défende je comprends. Leurs sentiments, leurs émotions, parce que tout animal a des émotions et faut aller creuser ça, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours tendance à dire à mes clients, dès qu'il y a trouble du comportement ou que ça pose un petit peu de problème à leurs humains familiers, moi j'utilise plus ça. Gardien, les gens ne comprennent pas forcément, et propriétaire ou maître, ça me saoule. Mais non, ce que je dis souvent en fait à leurs humains familiers, c'est au final, on a toujours le chien qu'on doit avoir au moment où, en fait, où on l'a. Moi, c'est vrai que je vois plus l'animal à ce moment-là comme un guide, soit comme un révélateur de problématiques que tu as, soit comme un guide qui va t'amener à t'élever, à agir, évoluer. Après, c'est vrai que quand les gens ont cette ouverture-là, au final, c'est super génial, parce que c'est là que tu vois les meilleures relations et puis même des personnes qui peuvent agir, évoluer par rapport à ça, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, oui. Parce que de toute façon, pour moi, quand un animal est en souffrance, c'est que l'humain est en souffrance.
Et si l'humain est en souffrance, là je vais refaire une petite parenthèse, je dis que là pendant cette période qu'il y a eu, avoir un animal en fait c'était pour soulager une souffrance, mais comme l'humain n'était pas capable de comprendre sa souffrance, et ben l'animal a subi en fait cette souffrance, et du coup on va avoir beaucoup de problématiques, on va retrouver des problématiques. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, qui sont à traiter. Après, je pense que notre rôle est aussi d'apporter un bien-être à l'humain pour que ça se passe bien aussi avec l'animal, pour que l'animal puisse vivre sa mission, on va dire, je vais appeler ça une mission sur Terre, parce que comme tu le dis, de toute façon, les chiens sont là pour nous apprendre, enfin les animaux sont là pour nous apprendre. Oui, de je parle générale. de chiens, mais bon, parce que c'est plus facile. Mais les animaux sont là en général pour nous apprendre quelque chose, ou pour nous faire comprendre quelque chose qu'on doit travailler, effectivement. Alors après, on est ouvert ou on n'est pas ouvert. Hein. Des fois, on met des années avant de comprendre. Hein. Et parfois, on ne comprend pas du tout. Et voilà. Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que... voilà, aujourd'hui, il faut savoir juste percevoir ces petits messages que nos animaux nous envoient pour continuer à être le mieux possible avec, et lui donner beaucoup d'amour en fait, à cet animal. Ok. Oh, c'est beau. On va s'arrêter là-dessus. C'est mieux que l'histoire de dominance et... Ouais, je préfère. Bref, ok, bah écoute, Laurence, je te remercie pour cet entretien. Je te remercie aussi. Ouais, de toute façon, ouais, on va être amené à travailler ensemble, ça c'est sûr et certain.